Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Ça va bien? J'ai attendu vos fleurs pour la Saint-Valentin. On est en couple depuis 4 ans. Voilà, bah oui, non, moi je fête pas cette fête commerciale. C'est mon côté rebelle. Ah non, je trouve ça complètement dingue. Pourquoi? Les queues devant chez les fleuristes, tout ça. On va demander peut-être à nos invités ce qu'ils en pensent. Georges-Marc Benamou, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être là. Et Thomas Eliveres. Alors on ne vous quitte plus. Vous étiez hier soir sur TF1 avec Mon Poussin qui a plutôt pas mal marché. On va vous retrouver à l'affiche des aventures du jeune Voltaire. Ça a commencé la semaine dernière, mini-série que vous avez produite, Georges-Marc Benamou. Donc on est ravis de vous avoir ce matin. Saint-Valentin ou pas? Vous l'avez c'est pas dans mon actualité, comment dire. Non, c'est pas dans votre actualité. Et Thomas? Oui, Saint-Valentin quand même. J'ai été au resto, tout ça. Un bon Vous étiez au resto? Les adresses. Non, pas du tout. J'ai fait restaurant à la maison. Restaurant à la maison, oui, ils ont cartonné nos amis restaurateurs, mais tant mieux. On va revenir donc sur ces aventures du jeune Voltaire, formidable fresque qui raconte comment Voltaire est devenu Voltaire. Et Gilles, vous avez choisi une question du jour, évidemment, en lien avec nos invités. Et oui, on s'est demandé si à la télévision, vous aimez les fresques historiques. Est-ce que ce genre de télévision vous plaît? Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et vous êtes déjà nombreux à voter. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour nos deux invités. 76% oui, nos auditeurs plébiscitent les fresques historiques à la télévision. 24 disent non. Et donc, voilà, il y en a... il y a une question que je vais vous poser parce qu'il dit profitez-en car les jours de Voltaire sont comptés. Et là, il y a une page qui est liée. Alors, je le découvre, je ne sais pas où va la page, qui dit Voltaire était-il raciste? Donc, oui, mais on pourra évoquer on peut en parler, il y a débat. Oui, il y a débat avec Molière qu'on veut aussi adapter, encore qu'il y a des précisions à donner, mais sur la façon dont on juge aujourd'hui l'histoire avec notre regard. Mais on va en dire un mot. Voilà, on passe au zapping. Auditeurs, voilà, zapping, Gilles. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. L'instant zapping, on commence par un moment d'émotion. C'était hier soir dans 7 à 8 avec l'interview de la comédienne Hélène de Fougerolles en larmes et qui se confiait sur sa fille Chana, autiste. Il n'y a pas de diagnostic possible parce que soit un enfant est handicapé mental, soit un enfant va bien. Mais il n'y a pas d'entre-deux, donc le handicap mental. Ça aussi, c'est un mot qui est difficile. Il y a certains mots comme ça qui passent pas. Qui passent pas encore aujourd'hui. Ma fille n'est pas handicapée mentale pour moi ou déficiente mentale. Et c'est des mots qui me reviennent encore aujourd'hui. Elle n'est pas handicapée mentale, elle est différente. Elle est géniale, vraiment. Voilà, ils ne le voient pas, c'est leur problème. C'était un grand moment hier soir sur TF1. Vendredi, dans C'est à vous, Roselyne Bachelot répondait aux accusations de son inefficacité et aux appels à sa démission. D'être absente, d'être moins combattante ou moins efficace, en tout cas dans le combat que vous menez. Ou de ne pas avoir mis votre démission dans la balance pour obtenir ces réouvertures-là. Ça aurait fait avancer la cause, vous croyez? Non, bon, certainement pas. Ce qui fait avancer la cause, c'est le combat que je mène. Et que je mène pour avoir une politique d'écoute. Je passe ma vie avec eux. Je les entends, je les écoute, je les reçois. Mais je me bats pour bâtir ce modèle résilient. Elle les écoute, faut comprendre quand même. Est-ce qu'elle n'est pas un peu inutile aujourd'hui, Roselyne Bachelot? À quoi sert-elle? On peut poser la question. Le modèle résilient, c'est vrai que c'est compliqué, mais que globalement, dans tous les arbitrages sur ces questions-là, elle a perdu. Et on pensait qu'elle imposerait son autorité, mais alors, pour l'instant, elle a du mal. Elle a du mal, donc Thomas Eliveres. Non, je regardais justement avec attention ce passage sur C'est à vous, et je trouve qu'elle ne répond à absolument rien. Et on lui pose pourtant la question, on lui dit mais tout le monde attend votre réponse, qu'est-ce que vous pouvez dire? Rien. Absolument rien, donc c'est toujours la même chose. On parle, mais finalement on ne dit absolument rien. Est-ce qu'on ne doit pas démissionner? Georges-Marc Benamou, vous avez été proche du pouvoir, de différents pouvoirs, mais est-ce que quand on voit qu'on ne peut pas agir, je ne suis pas à sa place pour décider, je crois. Mais enfin, en même temps, on voit bien que autour d'une table, elle a pas réussi à imposer des décisions qui sont relativement sages, des jauges dans les théâtres, les musées qui pourraient être réouverts, on le voit bien, à Perpignan, à Issoudun, qui a des propositions. Et en fait, on l'écoute pas.
C'était un poids lourd du gouvernement. Elle compte pour l'instant pour du beurre dans des conditions difficiles. Absolument. Allez, vendredi, Valérie, vous étiez injoignable. Je sais, vous étiez devant votre émission préférée, les victoires de la musique. Je comprends mieux. Je sais que vous adorez les victoires de la musique. Alors, Pomme a été élue artiste féminine de l'année. Une belle revanche pour celle qui avait dénoncé les agressions sexuelles dans le monde de la musique. C'était il y a 3 ans et c'était dans C'est à vous. Elle s'appelait alors Flore Benguigui. Je l'ai virée après le premier concert par le leader du groupe qui, du coup, m'a dit « Écoute Flore, moi ça m'intéresse pas du tout la manière dont tu chantes. Moi tout ce qui m'intéresse c'est que tout le monde a envie de te baiser. Et personne n'a envie de te baiser parce que t'es là avec ton balai dans le cul. Tu nous fous la honte en fait. » Et à ce moment-là, tu lui réponds quoi ? Moi, j'étais complètement anéantie à ce moment-là. Je pleurais au téléphone. En plus, il a ajouté sors en boîte, prends de la coke, tape-toi des mecs, ça ira mieux. Vraiment, il y a des violences sexuelles qui sont graves dans ce milieu et personne parle parce que tout le monde a peur. Et donc, c'était Pomme, élue artiste féminine de l'année. Désenchanté, lui, Éric Nolot, le chroniqueur de Cyril Hanouna, a été écarté à la demande de Jean-Luc Mélenchon pour sa venue dans Balance ton poste. C'était jeudi. Et le lendemain, vendredi soir, Raquel Garrido a même demandé à le remplacer. Alors, c'était règlement de compte à OKC8 de la grande télé. Toi, l'émission hier soir était mieux sans toi. Parce que tu ne tiens pas tes nerfs. Je te dis simplement, on va parler de l'émission une fois que tu auras retiré ce que tu as dit, parce que c'est un... Non, c'est pas toi qui me donne la parole ou pas, Éric Nolot, d'accord ? C'est moi qui t'autorise à dire des mensonges ou pas, surtout quand tu me concernes. Dégonfle ta tête. Toi, il faut que tu dégonfles tes mensonges, parce que là, tu vas trop loin. Et là, tu commences vraiment à courir sur la véranda, parce que c'est faux. Madame Garrido, dans les grandes heures du stalinisme, elle aurait fait beaucoup de dégâts. Hein. Jean-Luc Mélenchon qui s'oppose à la présence d'un chroniqueur également, c'est... Mais ce qui est bizarre, c'est de la part des Insoumis, c'est l'extrême violence à l'égard des journalistes et de certains journalistes. Moi, j'ai déjà eu des accrochages avec Madame Garrido, quand même une terreur des plateaux pour dire n'importe quoi. Hein. Point de vue, vous en pensez quoi, Thomas ? Moi, je suis absolument réfractaire à tous ces débats, tout ça. Je ne regarde pas ces débats, ça ne m'intéresse pas. Quoi, vous regardez la télé, enfin on regardez les dessins animés, arrêtez, laissez-le. Non, mais ça, moi, ces combats de coq en plateau sur ces chaînes-là ne m'intéressent absolument pas et je trouve que ça ne fait absolument pas avancer quoi que ce soit, donc je préfère ne pas regarder. Mais vous regardez quoi alors ? Vous regardez les plateformes, les séries Non, après je regarde les chaînes d'infos, mais pas celle-là en tout cas. Et vous iriez chez Cyril Hanouna ou il y a absolument pas. Je n'irai pas chez Cyril Hanouna, je l'ai déjà dit, je l'ai toujours dit, je n'irai pas sur cette émission. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas et je ne comprends pas ces émissions-là, et je n'aime pas ces émissions-là, je ne les regarde pas et je n'irai pas. Mais il ne m'invitera pas. J'y ai été une fois pour un film et j'avais dû le faire, on m'avait obligé de le faire et je pense que je n'y serais pas allé si on ne m'avait pas obligé. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais. Comme c'est tout ce qu'il a dit sur l'homosexualité, sur plein d'autres choses. Voilà, il y a des choses que je ne supporte pas. Et sur le voile, sur plein de choses, sur énormément de choses, il y a énormément de choses qu'il a dites que je n'accepte pas. Voilà. On termine. Pour finir, elle mérite, c'est notre chouchou Valérie. Oui. Elle mériterait la victoire des meilleures parodies. Notre chouchou Sandrine Saroche, qui s'est moquée de la vaccination d'Olivier Véran en pastichant une chanson de Georges Brassens. Quand Véran dégrafe à son corps ça en jeu pour sa piqûre d'AstraZeneca, toutes les caméras du voisinage étaient là 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 là, étaient là 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 là, soucieux de soigner son image. Son téton aussitôt il cacha, et laissant l'infirmière tout en rage, s'en a là 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 là, s'en a là 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 là. Je suis fan, moi, je vous le dis. Hein. Vous la connaissez, vous elle a du talent en tout cas. Elle a beaucoup de talent et toutes les semaines elle est chez Éric Nolot et Zemmour sur Paris Première, et c'est vrai qu'à chaque fois c'est toujours très réussi. Alors là on est effectivement très loin de la télé-réalité et d'une télé bon, peut-être pas dire poubelle, mais en tout cas les aventures du jeune Voltaire, ça élève l'esprit justement quand on regarde cette mini-série. Peut-être nous raconter la genèse de cette histoire. C'est vrai qu'on connaît l'histoire de Voltaire, mais on le voit toujours vieux.
justement, c'est ça qui nous a intéressés. Et il faut dire aux auditeurs que c'est pas du tout un film respectueux, une saga historique, plan-plan. C'est un film d'aventure, c'est un film de cap et d'épée. On nous a reproché même sur le Corée de France Télévisions qu'il y a trop de scènes libertines et osées. Il y a du sexe. Il y a beaucoup de sexe. La première scène est absolument, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de réaction. Il y en a eu. Avant. Parce que le XVIIIe siècle, les années 1700, c'est ça la mort de Louis XIV, c'est l'explosion du libertinage. On voit des scènes effectivement très osées en même temps qu'il y a des débats philosophiques, mais c'est ça. Et puis ce jeune Voltaire, ça n'a rien à voir pour les plus anciens avec le billet de 10 francs au soleil, le plus vieux. Nous, il est jeune, il est amoureux, il y a 5 passions amoureuses dans ces 4 premiers épisodes, en attendant peut-être etc. Il y a un combat contre la religion, un combat contre le roi. En même temps, c'est un ambitieux. C'est-à-dire, à 20 ans, il va être Michael Jackson, à 21 ans, à 22 ans, il est à la Bastille. Voilà, c'est ça l'histoire du jeune Voltaire. Il est, vous lui donnez, Thomas Oliveres, cette puissance, cette impertinence et presque cette arrogance. On ne le voit pas du tout comme ça, Voltaire. Entre le jeune Voltaire que vous incarnez et le vieux, on découvre un personnage incroyable. C'est ce qui m'a intéressé dans cette série. C'était ce personnage que je ne connaissais absolument pas. On connaît tous le Voltaire de Candide, mais pas ce Voltaire impertinent, fougueux, orgueilleux. Et on commence avec un personnage qui est arriviste. Tout ce qu'il veut, c'est être au pouvoir. Et plus il va se rapprocher de ce pouvoir, puis il va écrire des récits subversifs et dangereux qui vont le jeter en prison. Ça en fait un personnage intéressant. Et vous aviez lu Voltaire ? J'avais pas lu. À l'école ? Oui, à l'école, comme tout le monde, Candide, tout ça. Mais non, j'avais pas lu. J'ai relu le traité de la tolérance, comme la plupart l'ont fait quand il y a eu ces attentats, où c'est ce livre qui a été le plus relu, le livre de Voltaire. Donc voilà, mais j'avais pas relu tous ses écrits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez moderne parce qu'on peut comparer avec notre monde de 2021, où lorsqu'on voit que finalement la puissance de l'écriture, lorsqu'il écrit des mots et qui font trembler Versailles, c'est un peu ce que fait Twitter. Ils arrivent à faire trembler le monde indirectement. Il a créé, c'est ce qui nous a frappé avec Alain Tasma, qui a écrit avec moi la série, qui a réalisé ce si beau film. C'est le premier homme à créer des réseaux sociaux avant Internet et avant Twitter. C'est-à-dire que il écrit des lettres qui se recopient, etc. Il crée un réseau social où il devient copain sans l'avoir avec la tsarine de Russie. Le roi de Prusse devient amoureux de lui. Et les Anglais ne jurent que par lui. Enfin, il crée un vrai réseau social. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis la dimension subversive, c'est comme l'a dit Thomas, on redécouvre Voltaire dans le monde entier. Après les attentats contre Charlie et l'hypercacher. Absolument. Alors, une manière de dire, pardon d'être un peu lapidaire, que le premier des Charlie, c'est Voltaire. Le premier à défendre cette liberté française qu'est le blasphème, c'est Voltaire. Et cette, alors on peut peut-être faire une petite parenthèse sur aujourd'hui, cette révision, j'ai envie de dire, de l'histoire, c'est-à-dire revoir l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. Ça vous inspire quoi ? Parce qu'on va effectivement dire qu'il était raciste. Oui, d'ailleurs, c'est pas complètement. Non, c'est pas exactement ça. Mais... D'abord, il faut recontextualiser tout le temps. Je veux dire qu'il a pu dire des choses infâmes, mais globalement. C'est quand même, et attention de ne pas confondre, c'est un homme qui lutte contre le fanatisme religieux. Alors il y a des dérapages racistes qui sont propres au XVIIIe siècle, et Dieu sait si, hélas, jusqu'à une époque récente, c'était le lot commun. Mais on ne peut pas le réduire à ça. D'ailleurs, il est un homme qui combat pour la liberté de penser, pour la liberté, et contre les fanatismes religieux. Alors, quand il attaque l'islam, le judaïsme ou le catholicisme, c'est au nom de la religion. Alors, on peut avoir des phrases où il dérape, et on n'en fait pas un saint d'ailleurs, et cette époque n'est pas faite pour les saints. Mais globalement, il a amené la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est lui qui amène la Révolution française. La France ne serait pas ce qu'elle est sans Voltaire. Mais ce qui est formidable, c'est que justement, ce jeune Voltaire nous montre ce cheminement. En fait, comment le vieux Voltaire est arrivé à être ce qu'il a été par ses rencontres, pardon, plus près du micro, par son ambition et par ce qui... Puis c'est un type très intelligent, enfin déjà tout petit, Thomas Oliveres. Ah oui, il est absolument brillant et ce que moi je trouve intéressant avec ce personnage, c'est plus on l'empêche de parler et plus il va le faire.
Et puis il va oser dire des choses, quitte à être jeté en prison, quitte à être embastillé, quitte à être exilé. Il va pas s'empêcher de dire ces choses-là. Et comme le disait très justement Georges Marc, c'est presque un des premiers militants. C'est un des premiers hommes de lettres qui va remettre en cause la justice, qui va oser. Et dans cette série, on a les prémices de l'affaire Calas, Irvan et de là-bas. Donc c'est en ça où ce personnage est très intéressant pour moi. Le séducteur aussi. Oui, le séducteur, même si c'était un très mauvais amant. Ouais. C'est très intéressant. C'était un très mauvais coup. Il y a débat. C'est-à-dire qu'avec Émilie du Châtelet, par la suite, il va se révéler sexuellement plus intéressant. Enfin, c'est la suite. Oui, mais Émilie du Châtelet l'a trompé sans aucun problème. Et d'ailleurs, toutes les femmes avec qui il a été l'ont trompé et ça ne lui a posé aucun problème. Ça vous gêne de tourner ce genre de scène ou pas du tout? Pourquoi ça me gênerait d'être un mauvais amant? Ça me pose aucun problème. De tourner ces scènes-là. De tourner ces scènes-là pour un comédien ou pas? C'est jamais agréable et je pense que les gens, il faut l'entendre, c'est pas un moment qui est agréable. J'ai rarement vu un comédien dire je passe un très bon moment à ce moment-là. Moi, je suis très gêné, je suis très pudique et c'est toujours des scènes qu'on aborde difficilement. Mais c'est plus dur pour une femme d'ailleurs quand vous touchez des seins ou des choses qu'on voit à l'image. Sans doute, et d'ailleurs, je comprends qu'aujourd'hui sur certains plateaux, il y ait des intervenants qui sont là pour surveiller. Ça a été mis en place aux États-Unis et je pense que ça arrivera en France. Où voilà, aujourd'hui, il y a des coordinateurs de scène. Je comprends que certaines actrices, comme par exemple Keira Knightley qui l'a annoncé là, refusent aujourd'hui de tourner des scènes face à un regard masculin. Je peux comprendre complètement. Ah oui? Ah oui, je comprends complètement. Elle refuse en fait d'avoir un metteur en scène masculin. Non, sur ces scènes-là, en tout cas, voilà, sur des scènes des scènes où on montre son corps, des scènes de sexe, je peux comprendre complètement. Oui, mais c'est c'est un long c'est débat, un autre sujet. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a plu chez Thomas Oliveres? En quoi il a incarné Voltaire à vos yeux, Georges-Marc Benamou? L'impertinence, le côté sympathique, le côté fougueux, une forme de colère sympathique. Il est l'homme qui ne voulait pas se taire et on a trouvé un jeune homme qui ne veut pas se taire et qui, par sa carrière, par ses films, depuis longtemps déjà, a une carrière tout à fait étonnante. Et pour nous, il a vraiment... c'est parfaitement Voltaire. Voilà, c'est le Voltaire qu'on cherchait avec Alain Tasma et on a fait un énorme et très douloureux, très long cassé. Vous savez, c'est un très grand directeur d'acteurs et c'est un très grand trouveur d'acteurs. Non pas qu'il a trouvé Thomas qui a déjà une carrière impressionnante, mais il y a eu la rencontre entre ce personnage et Thomas et c'est ça qui est formidable et qui fait qu'il est porté ce film par Thomas. Je préfère juste dire que je ne suis pas Voltaire. Je suis un acteur qui joue Voltaire. Oui, on a bien compris. Je ne suis pas là pour... Non, mais c'était... Après, on trouve, effectivement, on choisit des comédiens parce qu'on voit un lien, on voit quelque chose. Et on le sait tout de suite ou pas, quand on voit le comédien qui rentre, ou il faut vraiment... Écoutez, moi, j'ai une forme d'intuition aussi, mais Alain a une autre forme d'intuition. Je ne suis pas sûr. Alain moi, Tasma, j'ai eu la chance qui est le réalisateur, j'ai eu la chance de travailler avec Milos Forman, qui a adapté un de mes livres, et malheureusement, il est décédé avant que le film puisse se faire. Et Milos Forman m'a donné une leçon pour trouver les bons acteurs. On était dans sa chambre d'hôtel et on se passait des journées entières la même bande, des mêmes actrices. Et il me dit, quand on en aura marre, eh ben, c'est celle dont on en aura moins marre qui sera la bonne actrice. Donc vous le savez pas tout le temps. Et je me souviens de ces scènes avec Miloche où on revoyait ces actrices. Il me dit, celle qui sera pas usée, ça sera la bonne actrice. Vous avez travaillé aux côtés de Mitterrand, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Voltaire en fait? La politique est devenue marketing, on n'est plus franc. Il n'y a plus de franchise. C'est un vrai débat. Je pense que c'est difficile d'être près du pouvoir et de rester dans la franchise. Et que forcément la logique de Voltaire, c'est à un moment donné, même s'il est ambitieux, même s'il devient politique, il affronte. C'est-à-dire que la liberté de parole et le pouvoir font assez mauvais ménage, me semble-t-il. Qui serait Voltaire aujourd'hui? Oh vous avez dit que Coluche, il était le Coluche de l'époque. En parlant de Voltaire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a ça fait un moment, mais Salman Rushdie, pour le monde musulman, c'est une sorte de Voltaire. Quand il a lancé son livre Les versets sataniques, qui a bientôt 30 ans et qu'il est toujours condamné à mort. L'écriture est toujours aussi puissante, pardon? L'écriture existe toujours?
Les livres ou je crois quand même, malgré tout, oui. Je crois, j'espère. Thomas Soliveres. Non, tout à l'heure, vous faisiez un parallèle entre Voltaire et Twitter, cette liberté de parole, tout ça. À la différence avec Voltaire, je pense que Voltaire, avant de dire quelque chose, il réfléchissait, il étudiait, il travaillait, il prenait le temps de dire ces choses, et surtout quand on craignait sa parole. Quand il parlait, on l'écoutait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une liberté de parole absolue, et dès que quelqu'un a quelque chose à dire, il a un réseau social qui lui permet de faire ça. Donc, il y a 2 poids 2 mesures entre Voltaire à l'époque qui disait quelque chose et aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui un Voltaire? Je ne sais pas. C'est aussi une plongée dans l'ancien régime, dans on découvre cette aristocratie surpuissante, les castes. Il y a vraiment aussi une photographie assez précise de ce qu'était cet ancien régime et la fin d'une époque. On voit bien, il est fils de notaire, Voltaire. C'est pas rien, fils de notaire, mais enfin, il est rien par rapport au duc. Il y a un plafond de verre insupportable qui va amener à la Révolution française. Tu n'as pas le droit d'être à la table d'un prince, tu n'as pas le droit de parler. Enfin, il y a 2 races d'hommes, les nobles et les autres. C'est ce qui fait craquer la société. C'est ce qui fait que Voltaire, lui, se passe par l'esprit, se croit l'égal des rois. Mais on lui dit non, mais vous n'êtes qu'un poète qui doit quitter cette table. Et dans les 2 épisodes sans spoiler qu'on va voir ce soir, il y a cette différence où on va le ramener à sa position parce qu'il va affronter un duc. C'est ça qu'il est très français. Un duc, je crois. Les Français qui n'aiment pas les privilèges, les Français qui n'aiment pas cette caste, les Français qui ont la liberté de penser. Donc, d'une certaine manière, Voltaire, c'est l'esprit français, c'est la France. Thomas a le visage de Beethoven, il pourrait l'incarner, nous dit un auditeur. Avec plaisir. Le jeune Beethoven. Avec avec votre cicatrice, on a dû tout le temps vous parler d'Harry Potter. Oui, mais en fait, elle s'est inspirée de moi pour écrire tous ces livres. Voilà. C'était la première fois que vous jouiez en costume ou pas? Non, j'avais fait Edmond Rostand sur la création de Cyrano de Bergerac. C'était une autre époque. Mais j'ai enchaîné 2 projets d'époque. C'était très agréable pour moi de rentrer dans ces costumes-là. Est-ce qu'il y aura une suite? Il faut demander à France Télévisions, et ça dépend des auditeurs qui doivent être très très nombreux. On espère ce soir devant leur télévision. Non, mais c'est vrai que la semaine dernière, vous aviez une énorme concurrence avec le début de Je te promets. Enfin, dans la suite de Je te promets, vous aviez L'amour est dans le pré. Ce soir, un peu moins de concurrence, mais et puis il y a la possibilité du replay exact. Et on a fait une très belle audience. Plus de 40%, 14%. Non, je vous souhaite 40%. 3,5 millions. 3,5 millions. Donc, et la question Internet, les gens aiment les fresques historiques. On a même augmenté par rapport au début de l'émission. On est à 78%, madame. 78% de gens qui sont qui aiment les fresques historiques de la télévision, et 22% forcément qui nous disent non sur le compte Twitter. C'est dur à vendre ou pas pour un producteur de vendre cette idée-là? Est-ce qu'il y a une réticence à faire du costume? Depuis quelques années, il y a France Télévisions, il faisait moins de costumes, mais je crois qu'Anne Olmaz, qui est la directrice des fictions, qui a beaucoup de talent et beaucoup de succès, a tout de suite été séduite par ce jeune Voltaire qu'on a écrit avec Alain, et on a eu cette chance de rencontrer l'enthousiasme de la chaîne et la satisfaction de la chaîne. Et une formidable équipe. Et on espère, parce qu'il y a encore beaucoup d'amour à découvrir du jeune Voltaire. Absolument. Ça s'arrête effectivement à un moment charnière de sa vie. Donc on espère qu'il y aura une suite. Merci à tous les deux d'être venus. Georges-Marc Benamou, Thomas Soliveres. Ce soir, 21h05, les aventures du jeune Voltaire sur France 2. Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio pour parler des variants et du dépistage des variants de Covid. À tout de suite.